Bon, tout le monde est arrivé. On va commencer ici. Bonjour, donc je m'appelle Agnès Sherman et je travaille à l'université de Rennes. Je suis enseignante-chercheuse en botanique et donc j'ai répondu avec grand plaisir à l'invitation de Torigny Fouillard de faire cette balade botanique sur l'eau. Et donc je vous remercie d'être venu. En fait, déjà, est-ce que tout le monde entend bien? C'est bon? Hein, donc vous n'hésitez pas, surtout si, parce que bon voilà, on a des conditions très sportives, et donc si à un moment vous me perdez ou vous n'avez pas compris un truc, vous voulez que je répète, vous n'hésitez pas, puis surtout s'il y a des questions, hein, n'hésitez pas, y compris les enfants, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, ce que je peux apporter répond à des questions que vous vous posez. Et donc ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, le long de cette balade, c'est de vous présenter quelques spécimens de la végétation. Je suis botaniste, hein, je vais malheureusement pas pouvoir vous parler tellement des animaux, mais bon, là les plantes, ça se sauve pas, on les voit bien, on peut les observer. Donc je vais vous raconter des trucs sur la végétation qu'on trouve au bord de l'eau. Et puis voilà, vous n'hésitez pas si vous vous posez des questions à me demander. Donc je voulais commencer par ici, j'aime bien commencer par ici parce qu'on a un arbre qui est vraiment emblématique de la végétation associée à l'eau. Sans doute que certains d'entre vous le connaissent, c'est l'aulne glutineux, un arbre qui fait partie en fait d'un club assez fermé des arbres qui sont capables de vivre avec les racines dans l'eau en permanence. Là en plus en s'approchant vous allez pouvoir très bien voir ces racines et en fait le fait d'avoir les racines dans l'eau, pour les autres arbres en général ça pose problème parce que contrairement à une idée qui est assez répandue, qui est fausse, les végétaux respirent. Les végétaux ont besoin d'oxygène et en fait dans les parties aériennes, dans le feuillage, comme par ailleurs ils font de la photosynthèse, ça dégage de l'oxygène, donc ils en ont toujours assez en fait de l'oxygène dans les parties aériennes. Mais par contre dans les parties souterraines, dans le sol, dans les racines, là ça peut devenir vraiment problématique. Énormément de plantes et d'arbres meurent quand ils ont de l'eau en permanence sur les racines. Donc l'aulne glutineux fait partie des arbres qui supportent ça très bien. Et c'est pourquoi on le retrouve souvent au bord de l'eau, il fait partie de la végétation typique au bord de l'eau. Et au contraire, quand il n'y a pas d'eau, là, lui, il ne se sent pas bien du tout en fait. Et on n'arrive pas à garder les zones quand il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc vraiment très associé à l'eau. Il vit au niveau des racines en association avec une bactérie qui a un super pouvoir. Le super pouvoir de cette bactérie, c'est de pouvoir prendre de l'azote qui est dans l'air. L'air qu'on respire est plein d'un gaz qui s'appelle le diazote. Et l'élément azote, quand il est sous forme de gaz, il est extrêmement stable. C'est vraiment extrêmement difficile chimiquement de prendre les molécules d'azote de ce gaz, les atomes d'azote de ce gaz, et de les incorporer dans des molécules du vivant. Et pourtant, c'est absolument indispensable. Nous, sans azote, on ne peut pas survivre, et les plantes, c'est pareil. Et donc, il y a certaines bactéries, mais vraiment très peu, qui sont capables de casser le diazote de l'air et d'incorporer ces atomes d'azote dans des molécules du vivant. Et en fait, aucun végétal n'est capable de faire ça. Il n'y a vraiment que des bactéries. Mais par contre, il y a certains végétaux qui sont capables d'offrir un petit refuge, une petite cachette au niveau des racines à ces bactéries-là et de les faire travailler. Parce que c'est pas gratuit, hein. Casser ce diazote qui est extrêmement stable, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc la plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de l'énergie sous forme de sucre. Ça c'est facile, c'est la photosynthèse qui permet de faire du sucre. Donc voilà, toutes les feuilles, c'est des petites usines à fabriquer du sucre. Donc la plante elle en a beaucoup, elle le transfère au niveau des racines, elle nourrit donc les bactéries avec cette énergie-là. Et c'est un échange, un mutualisme on appelle ça. Et les bactéries qui sont dans les racines fournissent à la plante
des molécules azotées que la plante peut utiliser. Et du coup, l'ensemble de l'arbre et du feuillage est riche en azote. Quand le feuillage tombe dans l'eau, il se décompose, l'azote reste sous forme organique et peut être utilisé par des tas d'autres organismes. Donc c'est une entrée d'azote dans une chaîne alimentaire. Donc d'un point de vue écologique, la présence des zones, c'est vraiment quelque chose qui est important, à la fois pour la production d'énergie comme tous les végétaux, mais aussi pour la production de molécules azotées. Voilà. Alors, sauf que cette année on dérive, hein, c'est terrible, hein, il y a du pouvoir. Ouais. On va aller dans un endroit. Bon, maintenant que j'ai fini de parler de lui, on va aller dans un coin plus calme. Là. Ouais. Ce qu'on appelle cultivar, c'est à l'intérieur d'une espèce un sous-ensemble d'individus en fait qui ont une certaine régularité de caractère, enfin, qui se ressemblent tous en fait, et dont on sait que si on les plante, on sait à peu près ce qu'on va obtenir. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait de la reproduction sexuée. Hein, si vous amusez à faire de la reproduction sexuelle avec quelqu'un que vous connaissez, les enfants ne vont pas forcément ressembler à vous ou à l'autre ou à quoi. C'est la loterie, hein, la reproduction sexuelle. Et donc les cultivars, on s'arrange pour savoir à peu près à quoi ça va ressembler. Et du coup, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas naturel d'utiliser des cultivars, mais l'humanité fait ça depuis super longtemps. Alors, j'en viens à la trouvaille. Elles sont voilà, donc elles ont trouvé ça au bout de leur pagaie, en plongeant un petit peu leur pagaie dans l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça c'est un végétal qui pousse entièrement sous l'eau. Hein, il est enraciné au fond de l'eau, dans la base, et puis les branches, les feuilles sont dans l'eau, et puis il n'y a jamais rien qui dépasse, sauf au moment de la floraison, on voit des petites fleurs en surface, mais ça dure pas du tout longtemps. Donc ça c'est un végétal qui... justement, je vous disais, hein, la vie aquatique pour les végétaux, c'est un petit peu compliqué, mais ça c'est un végétal qui est aussi capable de vivre sous l'eau. Alors sa stratégie à lui, c'est d'utiliser son propre oxygène qui est produit par la photosynthèse. Et en fait, souvent les végétaux qui poussent dans l'eau, j'espère que je n'ai pas fini de ma pagaie, les végétaux qui poussent dans l'eau, souvent, à l'intérieur, il y a des... Si vous coupez la tige, vous allez voir c'est plein de trous. Et en fait, dans ces trous, il y a de l'air. Et l'oxygène dont le végétal a besoin au niveau de la tige comme au niveau des racines, il est fourni par la photosynthèse et il circule à l'intérieur de la plante dans des canaux d'air, dans un tissu qui est rempli d'air, un peu comme un coussin. C'est très aéré, comme si vous aviez des plumes, du duvet, quelque chose à l'intérieur. Donc ça maintient la tige assez écartée et il y a de l'air qui circule à l'intérieur. Alors c'est une plante, hein, c'est une plante à fleurs. Souvent on dit que les végétaux qui poussent dans l'eau sont des algues. Parce qu'il y a des algues qui poussent dans l'eau. Hein, mais en fait... du point de vue de la classification, bon, c'est un peu technique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du point de vue de la classification, en fait, les algues sont un ensemble de végétaux qui sont assez différents des plantes à fleurs. Et les algues n'ont jamais de tige
avec des feuilles dessus. Elles ont d'autres organisations, mais elles n'ont jamais de tiges avec des feuilles dessus, elles n'ont jamais de fleurs non plus. Et donc quand on a un végétal aquatique, ben, la première chose qu'on peut faire si on veut savoir si c'est une algue ou une plante à fleurs, c'est de regarder si on peut reconnaître l'organisation caractéristique des plantes terrestres, qui est d'avoir une tige avec des feuilles, et là c'est vraiment le cas ici. Donc c'est une plante donc, qui appartient au groupe des plantes à fleurs. Donc ici elle a des feuilles, et les feuilles, je ne sais pas si tout le monde en a trouvé de cette plante, peut-être vous faire passer les échantillons, que tout le monde les voit. Ouf. Je vous les montre pour la caméra. on peut faire passer peut-être, partager les échantillons. Hop, la bonne salade. Hop. Voilà, vous allez me dire à quoi vous font penser ces feuilles. Des plumes. À des plumes, exactement. Hein, ça ressemble à des plumes parce que tout le monde a vu les petites plumes. Là, ça se voit mieux quand on les met dans l'eau. Hein, donc, ce sont des feuilles qui sont très finement découpées. Un petit peu comme des feuilles de fougère, mais ou de la nette, tout à fait, mais encore plus fines. Alors ça a des propriétés mécaniques intéressantes par rapport à l'eau. C'est qu'on n'a pas une grande feuille qui, dans le courant d'eau, recevrait l'eau de plein fouet, tout ça. Au contraire, c'est ouvert, ça laisse filer l'eau. C'est bien pour une plante aquatique. Souvent, elles n'ont pas de grandes feuilles, à part quand c'est des grandes feuilles qui sont en surface, comme les nénuphars. Mais les plantes aquatiques qui sont entièrement submergées, elles ont souvent ce genre de division extrêmement fine, donc qui permettent de... Parce que l'eau, c'est quand même... c'est fort comme milieu, enfin les kayakistes le savent, hein, ça vous entraîne, hein, il y a du courant et tout ça. Et donc les plantes qui sont dans l'eau peuvent casser assez facilement, le milieu est lourd, dense. Et donc voilà, ça permet de résister à la pression du milieu. Voilà, donc c'est une plante aquatique très commune qui s'appelle du myriophile, hein, qu'on trouve dans les eaux courantes. Et moi, ça m'est arrivé de le voir en eau stagnante ou avec un tout petit peu de courant. Hein, mais a priori, il faut quand même que ça court un petit peu. Voilà, je pense, enfin moi je fais pas d'aquarium, mais il me semble qu'on en voit pas mal, hein, les gens qui font des aquariums. Ouais. Donc l'avantage d'avoir des plantes comme ça dans les aquariums, bah, c'est toujours la photosynthèse. La photosynthèse, j'en parlais tout à l'heure, ça fait du sucre, ça produit du sucre, et à partir du sucre et de l'azote et de quelques autres trucs, on peut faire vraiment toutes les molécules dont il y a besoin dans le vivant. Et ça fait aussi de l'oxygène, l'oxygène qui est un déchet de la photosynthèse, hein, mais voilà, qui est utilisé pour la respiration par tous les autres organismes. Donc ça permet de maintenir le milieu bien vivant. Donc voilà, et il y a d'autres, alors on a d'autres formes de plantes aquatiques. Dont sur l'endroit où je suis ici, il n'y en a pas, mais voilà, vous en trouverez d'autres, des plantes aquatiques. Là, il y en a. Est-ce que c'est du myriophile encore ou c'est autre chose? Ah oui, mais ce ne serait pas les racines de l'aulne tout simplement. C'est vert ou c'est marron? C'est marron, ouais, je pense que c'est les racines de l'aulne. Oui. Désolé, encore une. Mais non, si on est là pour ça, très bien. C'est pas la myriophile du Brésil. Ah, alors ça, vous cherchez à me coller en fait. Là, je suis venu pour ça. Parce qu'elle est très invasive, la myriophile du Brésil. Ouais, il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes d'invasion biologique avec les plantes aquatiques. On verra peut-être la Jussie un petit peu plus loin aussi. Et comme effectivement c'est des plantes qui sont très prisées en aquariophilie, voilà, on a un aquarium et puis on a marre de s'en occuper, tiens, je vais le verser dans la rivière qui est à côté et hop, voilà une plante possiblement envahissante qui va dans la rivière. Donc il faut faire attention avec les plantes introduites, hein, qui, quand elles arrivent dans un nouveau milieu où elles n'ont pas d'ennemis naturels et tout ça, peuvent facilement envahir et poser des problèmes écologiques. Je ne suis pas suffisamment au courant pour dire si c'est la myriophile du Brésil. Les myriophiles ici, il y en a toujours eu, donc et il me semble pas qu'il y en ait des populations énormes depuis les années qu'on vient ici.
Ah, c'est bien. Merci. Merci. Très bien. Eh ben, super. Magnifique. Merci. Voilà. Bon, mais moi, dans l'ensemble, je suis plutôt terrestre, hein, donc la végétation aquatique, je peux vous parler de ce qui pousse au bord. Mais ce qui pousse dedans, en fait, à part quand gentiment on me prête un kayak et qu'on me dit tiens, venez donc vous balader sous l'eau, j'ai pas l'occasion d'en voir. Et donc là, je vais pas pouvoir vous la nommer. On peut en parler de la façon de nommer les plantes, mais c'est intéressant hein, parce qu'on retrouve ce que je vous disais par rapport au myriophylle, à une plante avec une tige très souple et des feuilles très découpées. Hein, pareil, cette morphologie qui permet de laisser couler l'eau autour de soi, quoi, hein, de pas faire de gros obstacles à la propagation de l'eau. Si vous voulez savoir comment ça s'appelle, cette plante, si vous voulez la nommer, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? On a le temps de changer la bonne application. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Voir les tiges, l'implantation des feuilles, Ouais. Découpage des feuilles. Ouais, et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait toutes ces On observations? regarde comment elles sont disposées. Après, on regarde dans un ouvrage de référence. Oui, dans l'ouvrage. Hein, donc là, on a tout. On a, première chose, le plus facile, le plus rapide, vous demandez à un spécialiste. Le spécialiste ne connaît pas, donc il va falloir trouver autre chose. Et donc effectivement, il y a la méthode un petit peu à l'ancienne, mais que je privilégie, qui est de beaucoup observer et ensuite d'utiliser des livres où c'est expliqué. En fait, on répond à un certain nombre de questions et on finit par trouver le nom de la plante. Et effectivement, une méthode plus moderne qui commence à être vraiment efficace, c'est d'utiliser une application, en particulier Identiplante, qui est une application qui a été faite par une association de botanistes qui s'appelle Tela Botanica, et du fait qu'il y a toutes sortes de plantes et que voilà, il y a plusieurs modes de vie différents, mais quand on est dans des cours d'eau comme ça, effectivement, le plus souvent, les plantes sont enracinées au fond, hein, donc elles se fixent dans la vase. C'est intéressant. Moi j'habite à côté du canal Saint-Martin à Rennes, et tous les hivers à un moment ils le vident, le canal, pour enlever un petit peu la vase ou les déchets qui sont au fond, et là on voit les nénuphars on voit le rhizome du nénuphar. En fait c'est une grande tige, on dirait d'énormes serpents qui sont dans la vase, et qui sont c'est des grandes tiges qui sont enracinées dans la vase assez profondément, et le nénuphar fait des feuilles avec un très long pétiole. Le pétiole c'est le nom de la queue de la feuille, et ce pétiole en fait permet à la feuille d'être toujours à la surface de l'eau. Bon, des fois si ça monte trop vite il est submergé, mais voilà, la feuille du nénuphar elle reste flottée à la surface de l'eau grâce à un pétiole qui est long et souple. Et le myriophylle qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi une plante qui est enracinée dans le fond. Le fait d'être flottant pour les plantes, ça pose un certain nombre de problèmes, en particulier le fait justement de pouvoir arriver dans des embâcles, d'être entraîné, quoi. Donc il y a beaucoup d'algues qui sont flottantes, mais plutôt en mer en fait. En rivière, il y a un petit peu de végétation flottante aussi, mais surtout dans les endroits vraiment très calmes, comme les lentilles d'eau par exemple. Donc, les lentilles d'eau sont pas enracinées au fond. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, les lentilles d'eau. C'est des feuilles qui sont minuscules, qui font 2 mm de diamètre, des petites plantes qui flottent sur l'eau. Voilà. Alors moi j'avais envie qu'on regarde le chêne qui est là-bas. Est-ce qu'on peut se reculer un tout petit peu là? Voilà, vous êtes approché aux branches du chêne, vous pouvez en profiter pour regarder son feuillage. C'est assez familier en général, le feuillage du chêne. C'est des feuilles qui sont profondément lobées. Voilà, alors les feuilles du chêne, je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde. Voilà, et ce chêne, quand vous êtes dans son feuillage, vous pouvez regarder aussi s'il a des fruits. Il a des fruits,
Cette année, c'est une bonne année pour les chênes. Ils ont beaucoup de fruits. Les fruits du chêne sont les glands. Donc on les entend tomber là sur le bord. Voilà, on en voit là. Et donc c'est des fruits un peu particuliers. Alors des fois on est étonné parce qu'on est habitué à dire que les fruits c'est des choses qui sont sucrées, qui se mangent comme les pommes, les oranges et tout ça. Et en fait beaucoup de végétaux font des fruits qui sont secs, qui ne se mangent pas du tout, qui ne sont pas du tout sucrés. Donc ceci est un fruit et la définition du fruit, en fait, c'est un organe qui provient de la transformation de la partie femelle d'une fleur et il y a une graine à l'intérieur. Alors ce fruit-là, en fait, bon, le petit chapeau, il fait pas exactement partie du fruit. Donc le fruit, c'est la partie qui ressemble à un petit ballon là. Et si on l'ouvre, on voit qu'à l'intérieur, il y a une immense graine, un petit peu comme quand vous ouvrez une châtaigne, c'est la même organisation. Donc ça, c'est le fruit du chêne. Alors nous, on ne peut pas le manger. C'est pas un fruit charnu, c'est pas un fruit savoureux, mais il y a d'autres chênes que celui-ci, en particulier les chênes méditerranéens, le chêne vert, tout ça, ont des glands qui sont doux. Celui-là, si vous essayez de le manger, vous allez voir que c'est très très, si on en mange un peu, on ne s'empoisonne pas, mais ça fait une drôle de sensation dans la bouche, ça assèche la bouche parce que c'est plein de molécules, c'est des tanins, c'est asséchant, c'est pas bon du tout. Mais les glands du chêne vert sont des glands doux, en fait, qui n'ont pas ces tanins. Et en fait, il faut les faire cuire, mais moyennant temps, c'est très bon en fait. C'est une nourriture voilà, un petit peu comme nous on mange des châtaignes. Bon, c'est une nourriture de pauvres parce que c'est quelque chose qu'il faut aller récolter, qui demande beaucoup de travail, tout ça. Mais c'est traditionnellement utilisé dans certaines régions du monde comme nourriture d'appoint. Donc voilà pour le chêne. Alors ici, ce qui m'intéressait, c'était, je vous disais, l'aulne fait partie des arbres qui peuvent vivre avec les racines dans l'eau, qui supportent de vivre avec les racines dans l'eau, et le chêne pas du tout. Et ici, on a un aulne, lui là, vous connaissez son feuillage qu'on a vu tout à l'heure, avec ses racines qui sont dans l'eau. Et regardez le chêne, ses racines, elles s'arrêtent là en fait. Donc là, on a un niveau d'eau qui est assez haut pour l'endroit où on est. Souvent, quand on vient comme ça, début d'automne, fin d'été, il y a beaucoup moins d'eau que ça. Et voilà, le chêne, c'est comme si il ne voulait pas mettre ses pieds dans l'eau, il les enlève comme ça, et il fait un tronc qui est assez gros et qui est au-dessus de la limite où il y a le plus souvent de l'eau. Donc là, on a les deux, voilà, l'aulne qui... Lui, il s'en fiche, lui, il est bien, les pieds dans l'eau, il a ses petites racines qui font la fixation d'azote. Et puis le chêne, lui, qui a besoin de faire ses racines bien au-dessus, parce que sans ça, elle serait asphyxiée. Voilà. Si vous êtes déjà allé au parc Auberture à Rennes, il y a un très joli étang au parc Auberture. Et dans cet étang, il y a un arbre qui s'appelle un cyprès chauve et qui fait des racines très très étranges. Qui vont vers le haut en fait. D'habitude que les racines arrivent vers le bas et le cyprès chauve il fait des racines qui vont vers le bas parce que sans ça ne tiendrait pas, c'est un grand arbre, mais il fait aussi un certain nombre de racines qui vont vers le haut. Ouais, c'est exactement ça, on a l'impression de voir un petit peu des stalagmites. Et en fait ce sont ce qu'on appelle des racines pneumatophores, ça veut dire qui portent comme des petits poumons en fait. Donc c'est pareil, qui prennent l'oxygène en surface par des petits trous qui sont dans l'écorce et l'air chargé d'oxygène est véhiculé comme ça jusqu'aux racines qui sont dans le fond par des tissus aérifères. Et l'aulne, je ne vois pas faire de pneumatophore, donc je trouve qu'il se débrouille avec ses tiges en fait. Il prend l'air en surface avec ses tiges. Voilà pour le chêne. On avance un petit peu. Je vais la prendre là, Lucie, Oui, justement, je pense que c'est pas un sacrilège. Il y a un autre paparazzi en haut en fait.
La de Loire, hein. Ben voilà, il va être beau mon bateau avec ça. Ah ouais. La Jussie et le La jonc. Jussie et le jonc. Ouais. Alors, Faire un petit peu là. voilà. Bon, alors je suis désolée, je vous fais faire demi-tour, puis on avance et puis hop, ah, il se trouve des choses très intéressantes. Donc, déjà, au bord de l'eau, là j'ai trouvé du jonc. Donc s'il y en a qui avaient envie de regarder le jonc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la moelle qui est à l'intérieur, donc si on le coupe, voilà, là j'enlève une partie du pourtour de la tige et je fais sortir. Je montre à la caméra, c'est dommage pour les gens qui veulent voir en vrai. Voilà, je fais sortir la moelle qui est à l'intérieur. Hein, donc vous pourrez vous faire passer les échantillons aussi. Hein, donc vraiment un tissu très aéré, donc qui permet au jonc d'envoyer de l'air dans ses racines qui elles sont sous le niveau de l'eau et qui ont besoin d'oxygène. Donc on fait plein de choses avec le jonc. Moi je fais des tresses. Le jonc c'est un très bon matériau de sparterie. C'est traditionnellement utilisé pour faire des tas de petits objets. C'est très facile à tresser même en frais ou sécher. Bon, si on le sèche, après il faut le réhydrater un petit peu pour que ça reste souple. Mais on fait des paniers, on fait des chapeaux, on fait des petites boîtes. C'est très plaisant à faire. Moi je fais ça quand j'ai le temps en vacances. On tresse des vies. C'est assez sympa, ouais. C'est un bon matériau. Et voilà, donc comment il s'appelle notre le monsieur qui a repéré Luc. ça? Luc, la Jussie. Ouais, comment votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc. Jean-Marc a repéré cette belle fleur. Oh bah, j'ai perdu un pétale dans l'affaire. Hein, cette belle fleur qui pousse sur le bord. Alors là, elle est très belle, mais elle est très méchante. Enfin, elle y est pour rien, mais c'est une plante qui a été introduite il y a déjà assez longtemps d'ailleurs, hein, dans le courant du XXe siècle, pour ornementer justement les bassins et tout ça, parce qu'elle a une très jolie floraison. Donc là, je l'ai ramassée sur la berge, mais elle est aussi capable de pousser, de faire des tapis très denses à la surface de l'eau. Et elle a une multiplication végétative d'une efficacité redoutable. Hein, c'est-à-dire qu'un petit morceau comme ça, si je laisse tomber dans l'eau, va pouvoir flotter, hein, toujours le même système de tissu aérien, de coussin d'air à l'intérieur de la plante. Donc elle va pouvoir flotter et puis elle va arriver sur une berge un petit peu plus loin et là elle est capable de s'enraciner. Hein, beaucoup de végétaux savent faire ça, mais la Jussie est particulièrement efficace pour faire ça. Et du coup elle va pouvoir recréer une nouvelle plante, un individu en quelque sorte, mais génétiquement c'est la même chose que celui qu'on a détaché. Et faire comme ça des populations très denses. Je voulais vous montrer le patoire chanvrine. Donc c'est au bord de l'eau, souvent on voit des plantes qui prennent des très grandes tailles, très grand développement, des plantes herbacées, hein, pas des arbres ni des buissons, mais voilà, qui deviennent très grandes simplement parce qu'elles sont dans des bonnes conditions, elles ont de l'eau, elles ont de la chaleur et tout ça. Donc ça en fait partie, le patoire chanvrine. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que, enfin chanvrine, parce que voilà les feuilles, si vous mettez ça dans PlanteNet, va vous dire cannabis.
Voilà, c'est une erreur. N'en fumez pas, ça ne vous donnera rien du tout. Donc à cette saison, en fait, les fleurs sont déjà transformées en fruits et c'est une plante qui est de la famille du pissenlit. Et les fruits sont minuscules et ils sont surmontés d'un petit toupet de poils, de soie, qui leur permettent d'être portés dans l'air. Donc c'est un mode de dissémination des fruits, ouais, ils sont portés par le vent comme le pissenlit. Donc, ce qu'elle m'avait rapporté, ces dames, tout à l'heure, c'est ces jolis petits fruits là, comme ça. C'est très, très décoratif. Donc ça ressemble à des groseilles ou des mini tomates un petit peu allongées. Waouh, je vais à toute allure. Je sais pas, je vais à toute allure à l'envers comme ça. Mais, voilà. Et c'est les fruits d'une plante qui s'appelle la morelle douce amère. Et la morelle douce amère, donc elle a ses jolis petits fruits. Elle a aussi des jolies fleurs violettes avec des étamines jaunes. Alors j'ai mis les enfants sur la piste des fleurs violettes avec des étamines jaunes, ils ont trouvé ça, mais c'est pas celle-là, ça c'est plutôt rose. Ouais, bah, la morelle, on arrive un petit peu tard en saison pour les fleurs, peut-être que si on a de la chance on en trouvera. Et donc c'est une plante qui fait partie des lianes. Hein, c'est des plantes qui ne sont pas capables de porter leur propre poids et qui se développent en s'accrochant ou en se posant sur des supports. Hein, donc la morelle, elle peut devenir assez longue et contrairement à d'autres lianes, elle n'a pas de système de fixation, elle n'a pas de vrille, elle n'a pas de petits crampons comme vous pouvez trouver sur le lierre ou sur les toits de senteur. Hein, donc elle se pose sur les supports, mais ça lui permet quand même de grimper. Ça appartient à la famille botanique d'une plante, de plusieurs plantes qui sont très très connues, des plantes alimentaires très connues. Ça appartient à la famille de la tomate et de la pomme de terre et de l'aubergine, qui sont toutes de la même famille des Solanacées. Donc si on voit la fleur, s'il y en a qui sont un petit peu familiers avec les fleurs de tomates, hein, vous allez voir que ça ressemble énormément. Et c'est comestible, surtout pas. En fait, la famille des Solanacées, c'est aussi la famille de la belladone. Il y a des poisons extrêmement vigoureux dans cette famille. Même les pommes de terre, en fait, si vous mangez les fruits des pommes de terre ou même le feuillage, bon, je ne sais pas si quelqu'un aurait idée de manger le feuillage des pommes de terre, mais on s'intoxique avec ça. Même avec les pommes de terre crues, on s'intoxique aussi. En fait, c'est une famille où la plupart des plantes sont violemment toxiques. Hein, et donc la domestication de la tomate, de la pomme de terre, de l'aubergine, c'est des milliers d'années de sélection de personnes qui ont, sans doute au détriment de leur vie pour certaines, hein, sélectionné les plantes les moins toxiques, reproduit les plantes les moins toxiques, pour qu'à la fin, à force de sélection, on obtienne des plantes qu'on peut manger sans danger. Mais encore, je pense qu'il ne faudrait pas se nourrir uniquement de moussaka. Pommes de terre, tomates, aubergines, à mon avis, c'est pas très sain d'en manger trop, quoi. C'est quand même une plante qui reste une famille qui reste toxique. Et donc les morelles, la morelle douce amère, celle-ci est toxique. Et vous connaissez peut-être aussi la petite morelle noire qui fait des petits fruits sphériques noirs très jolis, qui a un feuillage qui ressemble vraiment à celui-là. C'est pareil, quoi. Ça peut être assez tentant, mais il ne faut pas en manger, quoi. Ça met des petits bonbons, mais il ne faut pas en manger. Voilà. Et l'autre fleur rose, donc elle est intéressante aussi. Je vais m'approcher de la plante qui est là-bas. Je vais m'approcher et hop, je retourne ma voiture. Quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que la queue de la fleur, la partie qui est en dessous là, elle est assez épaisse. Et en fait, si on regarde attentivement, ici ça s'est transformé en fruits, et les fruits s'ouvrent et laissent échapper des graines qui sont plumeuses et qui sont portées par le vent, comme on voyait tout à l'heure avec le patois chambrine, hein, c'est le même mode de dissémination. En fait, on a l'impression que c'est la queue de la fleur qui s'est transformée en fruit.
En fait, c'est une organisation de fleurs particulière dans laquelle les parties femelles de la fleur, donc celles qui vont se transformer en fruits, elles sont non pas au centre de la fleur, mais elles sont en dessous, dans quelque chose qui ressemble à un pétiole, mais en fait c'est pas un pétiole, ça c'est ce qu'on appelle l'ovaire de la fleur. Donc c'est uniquement cette partie-là qui va se transformer en fruit, et le reste, la corolle, les étamines qu'on voit là-haut, ça va tomber, ça va pas participer à la formation du fruit. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont fait un peu de botanique, un ovaire en position impaire. L'ovaire est en dessous du reste de la fleur, et ça d'un point de vue évolutif c'est assez intéressant, parce que ça rajoute une couche de protection autour des futures graines, donc des pièces qui sont savoureuses pour les insectes qui se nourrissent de graines ou d'ovules, et donc ça, voilà. Les plantes à fleurs sont toujours un petit peu dans une tension évolutive entre le fait d'attirer des insectes qui permettent leur pollinisation, mais si des insectes sont attirés, il y en a qui peuvent venir manger directement la fleur, et en particulier empêcher la reproduction de la fleur parce qu'ils auront mangé les cellules reproductrices. Donc dans l'évolution, on constate souvent une espèce de course à la surprotection des cellules reproductrices. Super! Du potamo, bravo. Alors ça c'est aussi dans les plantes aquatiques. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cet échantillon? Donc encore une plante qui est pas une algue. Là on voit, est-ce qu'on voit des racines? Je suis en train de me demander si c'est des petites racines qu'on voit dessus. Ouais, là on voit les petites racines qui servent à la plante à se fixer au fond. Et quelques feuilles, voilà. Et ça c'est un peu le même système que le nénuphar, une plante qui est fixée au fond, une tige très souple avec des tissus aérifères à l'intérieur, et les feuilles dont la position naturelle, la position de vie est d'être à la surface de l'eau. Et ça c'est dans les eaux courantes, les kayakistes connaissent bien ça, donc on voit des grands rubans de potamo. Il y a plusieurs espèces différentes de potamo, plusieurs feuilles différentes de feuillage, plusieurs formes différentes de feuillage, mais voilà, des feuillages qui sont pour le coup par rapport aux myriophiles dans des eaux beaucoup plus courantes. Merci. Potamo, donc végétation aquatique tout à fait caractéristique. Est-ce que je réussis à acheter un petit pompon? Super. Est-ce que tu peux me prendre une feuille aussi? Je prends la grappe. Voilà. Voilà une chose très intéressante. Est-ce que certains reconnaissent cette plante? Multiples vertus. Vous en buvez? La bière. Alors, de la bière, vous n'êtes pas loin, sauf que la plante ne s'appelle pas la bière. Mais effectivement, elle rentre dans la composition de la bière. Alors qu'est-ce qu'on met dans la bière? Ah bah, Du houblon. Voilà, c'est ça. Du mal. C'est bien, vous n'avez pas dit de l'orge. Et donc, en fait, le houblon, c'est une liane également, comme je disais tout à l'heure pour la morelle, une plante qui ne peut pas porter son propre poids et qui s'élève dans les airs en utilisant un support. Donc là, vous avez l'impression de voir un petit arbre penché, mais en fait, il y a un arbre en dessous, je pense que c'est un petit frêne qui a pris cher. Vous voyez des feuilles découpées. Voilà, il y a les feuilles du frêne, et en fait il a été complètement submergé en quelque sorte par la croissance de la liane, donc qui a pris appui sur lui et au point de le recourber. Donc ça fait souvent ça les lianes. S'il y en a qui font du jardinage, vous connaissez le liseron. Vous savez que si on laisse se développer le liseron, ça fait pareil. En fait, toute la végétation est comme attirée vers le sol par cette espèce de fil extrêmement solide. Donc le houblon fait ça aussi. Donc pour le cultiver, il faut lui donner des supports bien solides. Vous voyez ce qu'il a fait aux jeunes frênes. Voilà, la feuille du houblon est tout à fait caractéristique. Donc ça évoque peut-être d'autres feuilles que vous connaissez.
Ça fait penser un petit peu à la vigne ou l'érable un peu, ouais. Donc c'est des feuilles qui sont lobées comme ça, hein, donc avec des lobes arrondis, trois lobes comme sur certains érables. Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait penser aussi un petit peu à la feuille de figuier. Hein. Et puis elle est rugueuse. Je ferai passer après, elle est vraiment elle est mal rasée. Hein. C'est pas doux. Et donc les fruits du houblon sont tout à fait caractéristiques. Donc là encore, on a des choses qui ressemblent à des pommes de pin, alors qu'on est chez les plantes à fleurs et que les plantes à fleurs ne font pas de cônes, ne se produisent pas dans les cônes comme les conifères. Mais voilà, ceci résulte de la transformation d'un ensemble de fleurs qui sont organisées voilà, en grappes assez compactes et chaque fleur se transforme en fruit et chaque fruit est accompagné par une assez grande membrane, comme ça fait un petit peu penser à des pétales en quelque sorte, hein. Mais voilà, c'est une membrane, une bractée qui accompagne la formation du fruit, et le fait d'avoir la croissance de toutes ces bractées sous cette forme compacte, ben, ça donne cette structure là, donc, qui ressemble à une petite pomme de pin. Voilà, alors, par contre, je ne sais pas ce qu'on utilise pour aromatiser la bière, si on prend plus ça ou c'est les fleurs, ouais, donc plus jeune que ça. Ouais. Et le houblon a aussi des vertus médicinales intéressantes, en plus de donner du goût à la bière. La bière sans ça, ça n'aurait pas tellement de goût, enfin, ça apporte l'amertume dans la bière, le houblon. Ce serait trop doux si on n'en mettait pas. Ça a aussi des propriétés médicinales intéressantes, hein. C'est recherché comme sédatif, ça fait dormir, c'est hyper efficace. Quelques gouttes de teinture mère de houblon et là vous êtes calmé quoi. Donc voilà. Et c'est de la même famille qu'une autre plante dont je vous ai déjà parlé, qu'on n'a pas vu mais que j'ai évoqué, qui a aussi des effets psychotropes intéressants, qui est le cannabis. Voilà, c'est la famille du cannabis. Ouais. Cannabacées. Voilà. Donc des plantes qui produisent des résines qui sont psychotropes. Et celle du houblon, vous fait juste dormir. Ouais. C'est courant dans la région du houblon oui. sauvage? Oui, au bord de l'eau, on en voit beaucoup. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, la dame, elle veut essayer de vous montrer une dernière chose, et après on va faire le top. Là, on essaye d'avancer. Qui ont cette couleur rose, ça peut devenir même plus vif que ça. Et vous pouvez les ouvrir, les fruits, à maturité s'ouvrent normalement spontanément. Et à l'intérieur, voilà, il y a des graines et elles sont orange vif. Hein, donc c'est vraiment un arbre qui n'a pas peur aussi des couleurs vives, celui-là. Et c'est le fusain. Et le fusain, vous avez sans doute déjà entendu ce mot-là, même sans savoir que c'est un arbre. Vous savez à quoi ça sert, le fusain? Ouais, ça sert à dessiner. Alors comment on va pouvoir dessiner avec cet arbre? On le taille, c'est les branches. Ouais, donc en fait c'est le bois qui a un grain extrêmement fin, et donc on le carbonise. Et donc c'est une façon de le brûler, mais très très doucement. Et donc il se charge en charbon, et le charbon a la finesse qu'avait le bois, et ça permet que quand on le frotte sur un support, sur une feuille de papier, ça dépose un tout petit peu de charbon de façon très très homogène, et c'est très recherché par les dessinateurs, le fusain. Ah, donc c'est une particularité, une qualité particulière du bois qui fait qu'on l'utilise pour dessiner. Et donc les fruits, là, je ne sais pas si tout le monde a pu voir l'échantillon, hein, mais les fruits sont étonnants par leur couleur. Bon, là, je les trouve un petit peu ternes. Hein, des fois, ils sont vraiment roses beaucoup plus vifs. Et surtout, ce qui est amusant, c'est quand on ouvre et qu'on voit la grosse graine orange vif à l'intérieur. Et ben, je vous propose que
on fasse demi-tour ici. Donc s'il y a des questions ou s'il y a d'autres plantes qui vous intriguent, on peut en parler au retour. Ouais. Je te donne un couteau parce que c'est des pommes que Marie elle a ramassées. Donc elles départ, demi-tour. Voilà, le soleil brisé. Alors d'abord le vert.